Mille merci Scarlett pour cette chronique. Je ne vais pas dire que c'est la dernière, hein. Tu sais que tu as toujours les portes ouvertes ici et que tu pourras toujours y revenir. Et nous allons passer maintenant à la dernière. On va revenir donc à l'Allemagne et on va boire un petit coup avec nos chers intervenants. Alors tout le monde a son petit verre, n'est-ce pas? Et puis pour un petit bistrot pour finir ça, voilà. Un petit bistrot sur un peu nos impressions sur ces élections, donc ces élections qui ont été prématurées, donc qui ont été avancées, dues à la défaillance, ou disons du ministre des Finances libéral, Lindner, qui est parti, enfin on l'a viré, mais il est plus ou moins parti du gouvernement. Donc la coalition a éclaté. Et voilà, donc un peu voir vos impressions à vous. Peut-être, moi personnellement, je vais dire que si je peux me permettre de commencer, que je trouvais que jusqu'à il y a 2 semaines, c'était assez amorphe et finalement, il y a eu le gros clash du candidat de la CDU qui a fait une proposition de loi sur l'immigration qui a été votée grâce aux voix de l'extrême droite, et ça c'était un peu il y avait un cordon là-dessus qu'on ne votait pas des choses avec l'aide de l'extrême droite, et donc il a d'une certaine façon a fait sauter ça et qui a enchaîné des manifestations monstrueuses. Donc maintenant, ça s'est beaucoup animé là-dessus. Et j'ai presque envie de dire que ça, et du coup l'immigration, qui est le thème de cette loi, monopolise un peu toute la discussion. Je ne sais pas, vous, comment vous avez vécu un peu tout ça ces derniers mois. Peut-être, Lucie, tu veux commencer, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, non, moi ce qui me préoccupe, c'est de voir la pente glissante sur laquelle va la CDU, que ce soit au niveau local, où ça fait déjà plusieurs années que la CDU a été déjà à même de se compromettre avec l'AfD au niveau local, que maintenant il y a ce cordon sanitaire qui soit fragilisé, largement fragilisé, et que pour autant, Merz n'a pas du tout pâti en fait de cette bévue, on va dire, dans le sens où, par exemple, dans le débat à 4 du week-end dernier, donc qui a eu lieu entre Alice Weidel de l'AfD, Robert Habeck des Verts et Olaf Scholz du SPD, il est sorti victorieux de ce débat. Les intentions de vote en faveur de la CDU ne semblent pas affectées non plus par ça. Et puis, voilà, on voit clairement que son profil, Friedrich Merz, qui est millionnaire, hein, il me semble, qui en tout cas est très un amateur de jet, et puis, voilà, qui a aussi un positionnement vis-à-vis de l'immigration, tel qu'on connaît. Ça coche quand même les cases d'un certain d'un gros glissement à droite de la CDU qui semble pas choquer beaucoup de monde. Et ça, je trouve, c'est vachement inquiétant. C'est malheureusement pas une surprise dans le contexte actuel où ça se passe dans beaucoup de pays, que les conservateurs se droitisent. Mais bon, en Allemagne, quand on connaît le passé historique, quand on connaît aussi l'opposition traditionnelle de la CDU à des partis et des mouvances d'extrême droite, c'est assez désespérant en fait d'observer tout ça, et voilà, c'est un peu la réaction que j'aurais par rapport à ça. Malheureusement, ça n'apporte pas de réponse, de solution, parce que voilà, c'est juste un état de fait, et je ne sais pas ce qu'il faudrait en vrai pour que l'électorat traditionnel de la CDU se réveille et se dise massivement, bah non,
c'est juste pas possible d'accepter ça. Mais ouais, je sais pas trop comment les autres cadres du parti et comment les électeurs électrices se positionneront à l'avenir sur ces enjeux-là, pardon. Non, du tout. Ouais, c'est ça, carrément. Professionnellement et aussi côté militant, c'est vrai que je suis plus proche de Die Linke, donc j'aurais pas d'infos internes de la CDU, j'en suis désolée. Euh, mais c'est vrai que c'est... Alors déjà, pour revenir sur le cordon sanitaire qui a sauté, j'ai été hyper émue en vrai de voir toutes les manifs qui ont découlé de tous les mouvements en fait qui ont découlé de cette annonce de Merz et j'espère que ça va se traduire dans les votes pour la prochaine élection. J'ai en même c'est cyclique et des fois j'ai beaucoup d'espoir et des fois j'ai l'impression qu'il n'y a aucun espoir à avoir et je suis un peu triste mais pour l'instant je suis positive. Et c'est vrai que bon les sondages changent un peu souvent. Bon c'est vrai que en général pour des élections surtout enfin au niveau national c'est vraiment les dernières semaines, 2, 3 dernières semaines qui sont vraiment décisives, voire même les derniers jours. Euh, c'est vrai que, en tout cas du côté de Die Linke, je peux un peu plus en parler parce qu'on bat des records d'adhérents, d'abonnés sur les réseaux sociaux, enfin c'est quand même assez beau tout ce qui se passe de ce côté-là. Et puis effectivement il y a un sondage qui est tombé il y a quelques jours sur les partis préférés des personnes en dessous de 18 ans. Et donc, Die Linke est arrivé en premier, mais l'AfD est vraiment, vraiment pas loin. Et ça m'a aussi vachement marqué parce qu'en fait, j'ai du mal à me réjouir des bons scores à gauche quand il y a une extrême droite qui fait des scores aussi grands, en fait. C'est hyper alarmant, surtout que c'est une jeune génération. Et donc, c'est des générations qui vont devenir des adultes et qui vont aussi avoir des enfants et qui vont. Enfin, c'est-à-dire que le travail est à mener pas juste pour les prochains jours ou les prochaines années, mais pour les prochaines décennies. Et ça fait, ça fait un peu beaucoup. Mais donc, voilà. Et toi, Nathanaël, tu t'es un peu amusé à faire le jeu des coalitions aussi, je crois. Non, t'as pas le droit. C'est bien. Bah, là, on est à. Alors, il y a certains. On est entre 7 et 9%, ce qui est incroyable. Bon, quand je le dis à des copains français, ils me froncent les sourcils comme ça. Mais en fait, effectivement, on est parti. Et même si on repart un an en arrière avec la scission BSV, Die Linke, etc., Die Linke a perdu son statut de groupe au Parlement. Et donc, ça. C'est pas juste un statut, c'est des financements, c'est des salles de réunion, c'est des temps de parole. Enfin, c'est assez dur quand même. Et là, se manger une dissolution un peu plus tôt que prévu, donc moins de temps pour s'organiser. C'est vrai que on partait pas, enfin, Die Linke partait pas forcément très gagnant. Et en fait, je pense que ça a été aussi grâce à une bonne stratégie électorale, de campagne électorale, notamment miser sur le porte-à-porte, sur parler avec les gens, sur la pédagogie, pour avoir un petit peu milité dans Neukölln à Berlin. C'était vraiment très bien organisé. C'était de la formation aux militants, au militantisme. C'était être formé sur les grandes thématiques que les gens, enfin pour lesquelles les gens votaient et qui étaient assez décisives. Donc la sécurité, les loyers. Le chauffage, enfin ce genre de choses, le pouvoir d'achat, qui sont hyper importantes et se concentrer là-dessus. Et donc en fait, rencontrer les gens et leur parler, c'est tout de suite beaucoup plus efficace que essayer de leur parler globalement. Et quand on peut le faire, c'est effectivement là, c'est une stratégie qui paye parce que dans les sondages, on monte. Et déjà, rien que d'atteindre les 5%, c'était pour ceux qui sont pas ceux ou celles qui sont pas familiers ou familières avec la
le système politique allemand, en fait, pour siéger au Parlement, il y a deux conditions. Alors, c'est soit on a 5%, on atteint 5% au résultat des élections, ou alors on gagne 3 circonscriptions. Die Linke misait plutôt sur 3 circonscriptions parce que ce parti n'a jamais fait plus de 5% au national. Et en fait, on a touché les 5% et c'était la fête. Et depuis, on grappille 1% par 1%. Donc là, c'est la grande fête. Enfin, on est déjà très, très content dans les milieux militants, quoi. Je trouvais même aussi... très loin, avec Die Linke, et comme tu disais, Alilé, à Neukölln, donc ce quartier de Berlin, c'est un bon laboratoire de ce qu'il faut mettre en place, en fait. Neukölln, qui traditionnellement a un vote plutôt sociodémocrate au niveau local, etc. Là, c'est pas mal de faire ce crash test dans ce quartier, symboliquement et même pratiquement. C'est une bonne expérience qui est menée actuellement par le candidat, Ferhat Kossak, en tout cas au niveau local. Donc c'est super intéressant de regarder ça pour les Berlinois, Berlinoises que nous sommes. Voilà. Je trouvais aussi même que, surtout sur les réseaux sociaux, et du coup ça me surprend pas que ce soit le parti préféré des jeunes, mais je trouve que Die Linke, moi je les trouve trop marrants sur les réseaux. Je trouve qu'ils sont hyper efficaces, et du coup ça me surprend pas non plus qu'ils grattent des voix, parce que je trouvais que vraiment ils avaient ce côté-là où en fait ils faisaient des blagues, mais avec vraiment du fond en fait, et je trouvais que ça marchait vraiment super bien. Je trouve aussi que le SPD se débrouille pas si mal dans ce jeu-là. Et à voir du coup comment ça va se profiler pour les prochaines élections. Mais je pense que qu'ils ont, comme tu disais, sur plein d'aspects, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et je trouve que ça peut apporter un petit peu d'espoir quand même pour la suite. Voilà. Donc, si au jeu des coalitions, apparemment, la question c'est est-ce que tous les gros pronostics, non, c'est que la CDU sera grande première, donc devra proposer le chancelier, puis s'allier avec les socialistes. Et un peu, ça dépend aussi si Die Linke, qui apparemment a beaucoup ses chances de rentrer, et le BSV qui est un peu plus limite. Donc, si l'un rentre, seulement l'un rentre, ça suffirait pour faire la coalition socialiste et droite. Et si les deux rentrent, il faudrait faire une coalition avec les Verts en plus, puisque les libéraux qui sont au gouvernement, ou qui étaient au gouvernement, ne rentreraient pas au Parlement. Donc, il n'y aurait plus que 5 partis, l'extrême droite, les 3 du milieu, les socialistes, les Verts et la CDU. Et à gauche, 1 ou 2 partis, peut-être à gauche de ceux-là. Et est-ce que... Même les libéraux, au final, ils sont pas si loin. J'ai vu ils sont à 4%. En soi, ça peut changer. Ça pourrait, ouais. Tout peut se passer si jamais les 3 passent. C'est vrai que faire une coalition, ça va être vraiment compliqué, quoi. Ou alors, ça sera une coalition conservateur extrême droite. Et là, est-ce que vous avez réussi à vous imaginer qu'est-ce qui se passerait du coup après, au niveau gouvernement des mesures, quel type de gouvernement il y aurait et tout ça, ou qu'est-ce qui changerait? Ouais, c'est vrai que moi, je rêverais d'une coalition Die Linke, Grüne et SPD, qui serait incroyable. C'est vrai que, en fait, ce qui est aussi sur lesquels on a beaucoup de réflexions, c'est notamment sur certains textes importants, surtout pour le droit des minorités ou bien le droit des femmes, qui ne sont pas encore passés et qui seraient mis à la poubelle. Je pense au paragraphe 218. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, qui est peut-être le paragraphe qui dit que l'avortement en Allemagne est illégal, parce qu'il l'est toujours. Il ne donne pas lieu à des condamnations dans les faits, mais comme il est considéré comme hors la loi, il n'y a aucune assistance, aucun renseignement et aucune prise en charge financière du début à la fin, complications ou non. Voilà, il n'y a rien qui est fait de ce côté-là. Et donc, il y avait un projet de loi qui... était en passe de passer. Là, il y a toujours des discussions, donc peut-être que ça passera demain ou après-demain, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'était un texte qui était porté par le SPD, les Verts et Die Linke. Et en fait, c'est un texte qui, s'il ne passe pas avant vendredi, a très peu de chances d'être repris par la CDU, ou en tout cas dans une coalition qui comprend la CDU. Et donc, c'est des textes comme ça qui pourront pas passer. Donc, c'est vrai que
hors des coalitions qui pourraient se fermer, je vois aussi ce qui en découlerait et les progrès qu'on devrait abandonner. Voilà. Et de votre côté, Nathanaël, Lucie, vous avez fait des pronostics sur qu'est-ce qui changerait dans la politique allemande? Je pensais aussi beaucoup à la question internationale. Enfin, vous l'avez tous les deux adressé tout à l'heure, mais sur le positionnement vis-à-vis de l'Ukraine, sur les suites possibles du conflit au niveau de la Cisjordanie, par exemple, de la Palestine, enfin, sur toutes ces suites internationales, enfin, ces conflits en cours et ces tensions, je pense que, mine de rien, les 4 années qui viennent, selon que ce soit une coalition plutôt teintée par les conservateurs ou, comme disait Alilé, qu'on soit enfin, voilà, dans une situation idéale où on a une gauche qui domine, ça ferait vraiment toute la différence. Donc, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais je pense que l'avenir aussi de certains sujets internationaux dans le cadre voilà, aussi de l'Union européenne, etc., ça va beaucoup se jouer. Enfin, en tout cas, les élections à venir vont avoir un gros impact, je pense, sur tout ce qui va se jouer sur le plan international. Je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, même du coup, dans le cas où Die Linke ou genre les libéraux ou Wagenknecht qui passeraient pas, c'est vrai qu'il y a une coalition qui est possible, qui est genre le CDU et les Verts. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est une coalition qui est en soi assez belliciste en soi. Enfin, dans l'idée, ils veulent envoyer beaucoup plus d'armes, ils veulent envoyer des missiles à l'Ukraine. Et c'est vrai que ça pourrait changer pas mal de choses en fait. Enfin, typiquement la réaction de la Russie, comment ça va se passer, etc. Enfin, même les États-Unis, comment ils vont se positionner par rapport à ça, etc. Et je trouve que ouais, ça serait une configuration qui serait assez. Enfin, du coup, il y aurait beaucoup de choses qui changeront parce que même sur leur rapport à l'UE, les deux sont quand même, enfin, sont des partis qui sont quand même enfin, très pro-européens. Et enfin, moi, je trouve que ces élections en Allemagne, en fait, elles sont un peu fondamentales pour l'UE, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que si, par exemple, le CDU s'allie à l'AfD, qui est un parti fondamentalement eurosceptique, de base, ils voulaient même partir de l'UE. Maintenant, enfin, il y a aussi cette question de partir de l'euro, etc. Et enfin, c'est vrai que ça pourrait amener à des choses complètement particulières. Et comme tu disais à Lille avant, enfin, la politique en ce moment en Europe, on a l'impression que tous les ans, tous les 2 ans, il se passe des choses incroyables. Et cette espèce de fuite vers la droite enfin, des conservateurs, bah, en fait, ouais, on ne sait pas trop vers quoi ça peut nous amener si jamais ils font alliance avec du coup l'extrême droite. Et ouais, c'est un peu terrifiant, je trouve aussi. Et bon, à voir comment enfin, du coup, qui passera, quelles coalitions seront possibles. Mais, ouais. Eh ben, je vous propose de se laisser se surprendre dimanche prochain. À 6 heures, normalement, il y a les premières projections. Hein, en Allemagne, tout est un peu plus tôt. Hein, on va se coucher tôt, on se lève tôt et les résultats sont plus tôt. Donc, normalement, c'est à. Non, je me trompe pas, non, c'est à 18h les premières projections, non? C'est ça? Ouais. Voilà. On verra ça et puis, du coup, on fera des commentaires sur nos pronostics. On verra à quel point on a vu juste ou faux. Et peut-être même pour rebondir à ce que disait Nathalie, effectivement, avec cette fuite à droite et ces virages toujours plus à droite aux États-Unis, en Europe, etc., rappeler à quel point l'union des gauches, en fait, est hyper, hyper importante comme vrai barrage, en fait, et vrai souffle nouveau, en fait, à tout ça, et parce que la menace est trop grande, en fait. Et de voir que, pardon, juste dernier point, je conclurai là-dessus, mais que ici, enfin même en Allemagne aussi, il y a beaucoup de petits partis de gauche, par exemple le parti marxiste-léniniste, le Mera 25, enfin des nouveaux partis, des nouvelles formations de gauche qui, enfin voilà, c'est important de se dire que le dialogue devrait être établi de manière plus systématique entre ces partis-là et je pense que voilà, cette internationale des gauches et ce dialogue entre les gauches et il est en phase de maturation et voilà, peut-être qu'on a un espoir de ce côté-là aussi de faire émerger des coalitions nouvelles à l'avenir. Enfin, voilà, rien de statique du côté de la gauche et enfin voilà, je pense qu'on peut aussi avoir cet espoir de se dire que voilà, la gauche va se reformer et puis et trouver des nouvelles dynamiques et voilà.